Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Anne Elghazi, directrice du pôle gestion fiscale. Bonsoir. Bonsoir. Alors les télédéclarations, c'est pour bientôt. Dès janvier prochain, les entreprises mahoraises devront se plier à ces nouvelles obligations fiscales. On verra avec vous de quoi il s'agit et comment ça fonctionne tout à l'heure dans ce journal. Shakila est avec nous également ce soir, Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors avec vous, on va évoquer la problématique du foncier. Une famille se bat depuis des années maintenant pour récupérer une parcelle de terrain familial, une parcelle occupée de manière illégale. On verra ce combat qui, eux, ont décidé de gagner, bien évidemment, tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 14 octobre. Au lendemain de la CCT extraordinaire, les partenaires sociaux s'insurgent contre les licenciements qui frappent 3 délégués syndicaux de la Colas. Les lettres sont arrivées en parallèle de la CCT, ce qui a eu pour effet d'ajouter de l'huile sur le feu. Les explications dans votre journal. Alors que la grève des enseignants du premier et du second degré est actuellement suspendue en raison des vacances scolaires, la vice-rectrice a accepté d'évoquer ce mouvement. Elle a ainsi donné son avis sur les problèmes et les revendications, provoquant une vague de réactions syndicales. Le chantier du gymnase de Pamandzi touche à sa fin. Un sol labellisé Gerflor est actuellement posé afin de faire de cette structure un terrain idéal pour les athlètes du département. Reportage à la fin de cette édition. Nous l'évoquions hier, la commission consultative du travail extraordinaire n'a pas satisfait les syndicats. La CGTMA, EFO et la CFDT posaient plusieurs conditions préalables au dialogue, concernant notamment le licenciement de 3 délégués syndicaux Colas. Le préfet a effectivement ouvert les débats, mais au bout de 2 heures, les représentants syndicaux ont quitté la table, estimant que leurs exigences préalables n'avaient pas été respectées. Sans compter qu'en parallèle de cette CCT extraordinaire, les lettres de licenciement ont été adressées par voie d'huissier aux intéressés, ce qui n'a pas manqué de mettre de l'huile sur le feu. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Alors qu'à la sortie de la CCT extraordinaire, le préfet Seymour Morsi parlait de recours possibles quant au licenciement des délégués syndicaux Colas. Ces derniers recevaient leur lettre d'exclusion définitive. De quoi rendre fou de rage le secrétaire départemental de la CFDT qui y voilà une nouvelle attaque envers les partenaires sociaux. Les services de l'État qui sont là, ils sont là et ils arrangent tout ce que leur demandent certains patrons, mais pas ce que dit les salariés contre certains patrons voyous qui sont ici à Mayotte, qui ne respectent pas du tout le code de travail. Et ça, à la DIECT, ils vont pas nous dire qu'ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe comme pratique dans certaines entreprises. Parce que moi, je ne vais pas condamner l'ensemble des patrons, mais je condamne l'attitude de certains patrons et je condamne également l'attitude de l'État. L'un des délégués syndicaux de la CGTMA était lui aussi sous le joug d'un licenciement. Finalement épargné, il a conseillé aux employés de ne pas manifester pour le moment, privilégiant une réunion qui se tiendra ce samedi à 9h afin de décider des actions à mettre en place, même si pour lui aussi, l'État est clairement responsable. Aujourd'hui, moi je confirme le discours de Thomas Sankara devant François Mitterrand. Il disait que l'ennemi de l'Afrique, c'est la France. Et François Mitterrand a répondu que la France n'a pas d'amis. La France défend des intérêts. Du coup, c'est ça ce qui s'est passé aujourd'hui à la Colas. On n'a pas défendu le code de travail, on n'a pas défendu le dialogue social, mais on a défendu des intérêts au niveau des délégués de la société. Du coup, aujourd'hui, se trouve dehors. Ce qu'on trouve dommage, que le dialogue social, il n'est plus dans le BTP. Parce que je dis que toutes les entreprises maintenant, c'est leur méthode qui les amène de licencier tous les délégués qui réclament quelque chose dans la société, qui veut que le dialogue social se mette en place dans les sociétés. En plus de l'État, Ouseni Bala Hachi s'en prend aux élus locaux, qu'ils soient parlementaires ou conseillers départementaux. Selon lui, tous sont responsables de la situation actuelle. Il n'y a pas une personne qui ne voit pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici à Mayotte. Et ce n'est pas les élus qui devraient venir faire quelque chose pour pouvoir aggraver encore beaucoup plus la situation que ce qu'elle est. Alors, sur cette situation, c'est quoi ce que vous voulez que je pense de ces élus? Moi, je dirais tout simplement que ce sont des élus corrompus et ils doivent arrêter leur corruption et voir
comment faire pour pouvoir lutter contre toutes les difficultés auxquelles la population mahoraise est confrontée. Derrière ces licenciements, c'est le climat social actuel qui transparaît. Le 3 novembre prochain, la grève générale interprofessionnelle portera tant de revendications qu'il est bien difficile de toutes les énumérer. Le ras-le-bol frappe l'ensemble de la population du département qui s'apprête maintenant à l'exprimer dans la rue. Et la colère gronde dans les différents corps de police. Agressions répétées contre les policiers, conditions de travail difficiles, manque d'effectifs et de matériel auxquels on peut ajouter un pouvoir d'achat en baisse. Autant dire que le moral des policiers est au plus bas. Ainsi, en soutien au mouvement national, le bureau départemental Alliance Mayotte s'est rassemblé ce midi devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Une manière pour ceux qui étaient présents d'exprimer la rupture entre justice et force de l'ordre. Reportage Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimni. À l'origine de ce mouvement national, une nouvelle agression d'un agent de la BAC qui se retrouve entre la vie et la mort. Son agresseur, alors en permission, lui a tiré dessus au cours d'un cambriolage. À Mayotte, une trentaine de fonctionnaires de police a répondu à l'appel national pour protester contre la situation des agents. Ces derniers se plaignent des conditions de travail et notamment de la rupture entre la justice et les forces de l'ordre. Les fonctionnaires de police aujourd'hui sont victimes, en tout cas des agressions répétées, sont victimes d'agressions verbales, physiques. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à la justice aujourd'hui, c'est que on doit apporter la protection aux policiers. Voilà, aujourd'hui, il y a la rupture entre la police et la justice sur deux grands faits principaux. C'est déjà d'une part demander à ce que quand un individu, en tout cas une personne qui commet des crimes et des délits ou alors une personne qui commet des violences envers les policiers, on demande à ce que cette personne ait une sanction exemplaire, en tout cas prévue comme ça devrait être, et avoir une vraie réponse pénale lorsqu'on s'attaque aux forces de l'ordre, que ce soit les policiers ou que ce soit les gendarmes. Près de 10 000 fonctionnaires étaient attendus place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice. Les policiers s'insurgent contre des décisions judiciaires jugées bien souvent trop clémentes. Selon eux, à peine arrêtés au prix de nombreux efforts, les fauteurs de troubles et notamment les mineurs sont trop rapidement relâchés par les juges. Le même jour, pendant que vous êtes en train de faire l'audition, le jeune il est dehors. Donc c'est juste manifester un ras-le-bol de cette situation. Nous, policiers, on est là pour les biens et les personnes. Et derrière, ça ne suit pas. Donc c'est juste dénoncer cette malaise. C'est pas un affront envers la justice, mais c'est juste on travaille ensemble et on aimerait que ça suit. Les dysfonctionnements entre les différents pouvoirs sont à l'origine de bien des maux dans notre société. Et force est de constater qu'entre la justice et les forces de l'ordre, le torchon brûle, que ce soit à Mayotte ou dans le reste du territoire français. Le 6 octobre dernier, les enseignants du premier et du second degré ont entamé un mouvement de grève qui a duré 4 jours. En pause en raison des vacances scolaires, les représentants syndicaux ont d'ores et déjà annoncé la reconduite du mouvement dès la rentrée, à savoir le 26 octobre. Ce matin, la vice-rectrice était sur notre plateau pour donner son sentiment sur ce mouvement et notamment sur le taux d'indexation. De quoi faire bondir les syndicats qui ont vivement réagi à ces propos. Un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Soulaimana. Alors que le mouvement des enseignants est actuellement suspendu, la vice-rectrice a réagi ce matin aux différents problèmes qui touchent l'éducation nationale sur le territoire. Sans détour, elle a répondu aux questions et donné son point de vue sur la situation, notamment en ce qui concerne les revendications des grévistes qui réclament une indexation à 53%. Je suis prête à les entendre, les solutions qui vont être trouvées. Pour l'instant, on nous donne des revendications. On ne nous propose pas des solutions par rapport à ces revendications. Est-ce que c'est pas à vous à trouver les solutions ? Écoutez, il y a des choses qui ont été dites quand même. L'indexation à 40%, c'est quelque chose qui existe partout. Je vous entendais tout à l'heure parler du droit commun. Ça, c'est exactement ce qui est le droit commun sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. La réflexion à 53% est en lien avec une comparaison avec la Réunion, et on sait très bien que les 13% supplémentaires ne sont pas donnés par l'État, mais par une collectivité. Donc
je n'arrive pas à comprendre cette revendication à 53%, même si je comprends bien la problématique de la vie chère. Et c'est pour cela aussi que l'indexation a été mise en place sur le territoire de Mayotte. Des propos qui ont fait bondir les syndicats. Contacté par téléphone, le secrétaire départemental du SNES, Thierry Vulliez, a fait part de son étonnement quant à cette prise de position. Comment Madame le vice-recteur peut-elle juger du bon taux d'indexation alors que depuis 2013, le gouvernement nous assure qu'il a ordonné une enquête à l'INSEE, que cette enquête devrait donner des chiffres sur Mayotte, sur le véritable coût de la vie à Mayotte, et que ces chiffres sont toujours pas sortis. Alors soit elle a des chiffres avant nous, soit elle n'a pas de chiffres, donc à ce moment-là, elle attend d'avoir les chiffres. Par ailleurs, je tiens à rappeler que le vice-rectorat de Mayotte nous a dit encore la semaine dernière qu'il soutient officiellement toutes nos revendications. Des revendications qui vont au-delà de l'indexation. En effet, reconstitution de carrière, attractivité, augmentation des moyens matériels et humains. Les grévistes souhaitent que les choses évoluent radicalement. Comment on peut raisonnablement travailler à 30 élèves par classe dans des collèges de REP+, ce qui n'est pas la loi, le vice-rectorat ne respecte pas la loi des REP+, et comment on peut travailler au lycée de Mamoudzou avec 37 à 38 élèves par classe dans un établissement qui est aujourd'hui le plus gros de France. Donc, encore une fois, c'est très bien d'avoir un avis personnel sur l'indexation. Pourquoi pas? Chacun peut avoir son avis personnel. En revanche, quand on est le vice-recteur de Mayotte, ce serait bien de s'intéresser à améliorer les conditions d'apprentissage, d'abord pour les élèves, et donc de faire en sorte qu'il y ait des personnels en nombre suffisant et qu'on puisse travailler sérieusement. Écoutez, l'indexation, c'est un des moyens d'avoir des personnels en nombre suffisant. Dès le 26 octobre prochain, les grévistes retourneront dans la rue pour exprimer leur mécontentement dans un climat toujours aussi délétère. Et la vice-rectrice a également souhaité souligner que l'État prenait en compte les problématiques locales présentes dans la capitale la semaine dernière. Nathalie Costantini a en effet rapporté dans ses valises un gros chèque de l'État, 30 millions d'euros, soit la somme pour financer 2 internats à Mamoudzou et à Dzoumouénié. Une très bonne nouvelle pour la vice-rectrice qui demande une nouvelle fois aux détracteurs de l'État de laisser le temps au temps. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Je reviens quand même de Paris avec 2 internats payés à 100%, alors que normalement les internats ne sont pas payés à 100%. L'ANRU nous finance à 100% 2 internats. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc là aussi, ça n'est pas le droit commun. Mais c'est parce qu'on sait que Mayotte est en construction qu'on agit de cette manière-là. Donc oui, moi je pense que l'État entend, il faut aussi qu'on puisse donner un peu de temps aux choses, même s'il y a peut-être des sujets qui n'avancent pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais peut-être que les énergies vont pas toutes dans le même sens. Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Et je me tourne vers vous, Anne Elghazi, directrice du pôle gestion fiscale. Alors, on a vu avec vous tout à l'heure, les télédéclarations arrivent ici à Mayotte et seront imposées aux entreprises. Ça va donner quoi? Quelle entreprise est concernée? Toutes les entreprises devront s'y plier? Alors, avant tout, ce ne sont pas que les télédéclarations, ce sont les téléprocédures qui arrivent à Mayotte à partir du 1er janvier 2016. Donc on a une tolérance d'1 an. En principe, on aurait dû être dans le champ d'application de cette obligation depuis 2015. On a obtenu une tolérance puisque la réforme fiscale est très fraîche et très récente. Donc les entreprises, à compter du 1er janvier 2016, devront télédéclarer et télépayer leurs impôts. Elles devront aussi aller chercher dans le compte fiscal leurs avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises. Donc ça fait 3 obligations, télépayer, télédéclarer et aller chercher son avis d'imposition dans le compte fiscal. Alors ça concerne qui? Ça concerne toutes les entreprises qui ont ces obligations-là, c'est-à-dire de payer l'impôt, de le déclarer et de payer de la taxe, de la cotisation foncière sur les entreprises. Ça veut dire que ça exclut les entreprises qui n'ont pas ces obligations, c'est-à-dire des entreprises qui sont au micro, dans des régimes micro. Justement, voilà. Donc les micro-entreprises ne seront pas forcément soumises à ce dispositif. Elles ne sont pas soumises parce qu'elles n'ont pas ces obligations de déclarer l'impôt et de le payer sur des déclarations professionnelles. Pour les micro-entreprises, l'impôt est payé avec l'impôt sur le revenu. Donc c'est l'autre télédéclaration, celle de l'impôt sur le revenu.
Par contre, les micro-entreprises peuvent être concernées par la cotisation foncière des entreprises, par le paiement de la cotisation foncière des entreprises. Donc on a environ 8000 entreprises qui peuvent être concernées par cet impôt. Pour aller chercher son avis d'imposition, il faut créer un compte dans le site, depuis le site impôt.gouv.fr. Ça veut dire qu'on invite toutes les entreprises à aller créer ce compte. Avec ce compte créé en ligne, c'est le même compte, c'est la similitude pour les particuliers du compte pour déclarer son impôt sur le revenu. Avec ce compte, on peut consulter son compte, voir l'état de la situation de son compte, on peut déclarer, on peut payer. Et on peut consulter son avis d'imposition. On peut faire des demandes de remboursement de crédit d'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc c'est un compte qui est pratique et qui sera utile à tous les redevables. Alors ça a l'air très technique. Donc pour les entreprises qui ne se soumettraient pas ou qui auraient du mal peut-être à le faire en raison des délais qui sont assez courts, on va dire, est-ce que les sanctions sont déjà définies? Ou alors il y aura un moratoire peut-être? Alors, la loi dit que l'entreprise qui ne déclare pas et ne paie pas son impôt selon la téléprocédure est sanctionnée de 0,2% du montant des droits qui devaient être déposés par ce biais-là. Donc c'est une sanction qui est égale à 0,2% du montant de l'impôt qui n'a pas été déclaré et payé par un moyen dématérialisé. Alors aujourd'hui, on connaît la situation des Mahorais, on parle beaucoup de ces obligations. Et quel est votre sentiment? Est-ce que c'est un dispositif qui va marcher dans les premiers mois ou alors il faudra attendre? Alors, quand on dit dans les premiers mois, on part du 1er janvier, mais à partir du 1er janvier, on a peu d'obligations. Le gros des obligations des entreprises démarre au mois de mai. Toutes les entreprises qui clôturent leur bilan au 31 décembre, c'est la majorité des entreprises, les premières obligations déclaratives arrivent au mois de mai. Donc, je pense qu'on s'y prend suffisamment tôt. On a commencé à en parler au mois de septembre, on est au mois d'octobre. Donc, on invite toutes les entreprises à aller le plus vite possible créer leur compte. On est à leur disposition. Le service des impôts des entreprises est à leur disposition pour répondre aux questions. Alors, les coordonnées, on les trouve sur impôt.gouv.fr, mais sinon, on est rue de l'hôpital à Mamoudzou et on peut venir nous rencontrer. Merci beaucoup, Anne Gazi. Pour ces pressions, je rappelle, vous êtes la directrice du pôle gestion fiscale. Et on continue. Depuis 2008, une propriétaire foncière entreprend des démarches judiciaires pour faire expulser plusieurs dizaines de familles en situation irrégulière qui occupent illégalement le terrain familial. La parcelle de 5,5 hectares est située proche de la descente de la Sogea et ils sont 9 héritiers à vouloir se la partager. Après de longues années de lutte et plus de 20 000 € de frais, cette propriétaire espère que son dossier sera jugé rapidement. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. La pilule est dure à avaler pour de nombreux propriétaires mahorais confrontés à des problèmes fonciers. Après avoir tenté de faire partir des occupants illégaux sur son terrain et avoir essuyé plusieurs refus, Mouanecha et sa famille continuent depuis plus de 5 ans d'entreprendre des démarches judiciaires. Ces gens, en fait, ils racontent qu'ils ne vont pas partir de là parce qu'ils ont les élus de leur côté. Ils sont même partis voir leurs élus pour les aider à prendre un avocat. Donc, je trouve inadmissible que quelqu'un qui a un titre, qui a son terrain, ne peut pas en profiter, paye des impôts et que des étrangers, la plupart en situation irrégulière, peuvent occuper illégalement. Ne pouvant pas jouir de leurs biens, la famille Batrolo, qui compte plus d'une 60aine de petits-enfants, ne peut se partager ses terres. Désormais pris dans l'engrenage judiciaire, le coût des démarches devient faramineux. L'affaire est passée dans les mains de plusieurs avocats, mais une lueur d'espoir semble apparaître avec Maître Elhad Chakrina. L'article 544, c'est le droit de jouir, de pouvoir user, disposer, de jouir de sa propriété. Donc ici, en l'occurrence, lorsqu'on a un titre de propriété, la question ne se pose pas. C'est vous êtes sur mon terrain, je suis le propriétaire et je veux juste reprendre mon bien. C'est très clair. Concernant maintenant les cas où on a un peu plus de complications, c'est-à-dire que la personne qui se réclame d'un droit de propriété sur une parcelle de terrain ne peut pas le prouver parce qu'il n'y a pas encore de titre de propriété, parce que c'est en cours de régularisation, parce qu'il y a pour le moment juste en fait une attestation d'occupation du sol délivrée par exemple par une commune, et bien dans ce cas-là, il est un peu plus compliqué évidemment de pouvoir faire prévaloir son droit de propriété.
Difficile pour les Mahorais de comprendre la loi et d'entamer des démarches auprès du tribunal, d'autant plus qu'un grand nombre n'a pas les moyens de payer les avocats, géomètres ou des huissiers. Mais Maître Chakrina compte bien défendre bec et ongles ses clients et faire appliquer le droit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé puisque durant plusieurs années, on a assisté à des situations parfois un peu dramatiques qui se sont amplifiées, des constructions de différents bangas ou bien de différents logements d'infortune qui se sont amplifiés sur des parcelles de terrain. Eh bien, je crois qu'à mon avis, c'est parce que très souvent, il y avait eu une méconnaissance, en tout cas, des dispositions législatives réglementaires en vigueur. C'est-à-dire qu'un propriétaire n'avait pas forcément le réflexe de saisir le tribunal pour demander à ce que le juge puisse prononcer l'expulsion des occupants illégaux. Mais je crois que maintenant, de plus en plus de Mahorais ont ce réflexe, et tant mieux, puisque de toute façon, il ne s'agit que de faire prévaloir son droit naturel et légitime sur une propriété qui vous appartient. Les affaires liées au foncier ne cessent de faire les gros titres dans les médias, et si la problématique est loin d'être réglée, chaque semaine, de nouveaux propriétaires crient leur mécontentement, appelant tous les Mahorais à se réveiller pour récupérer leurs terres. Alors Chakila, on l'a vu dans le sujet, vous l'avez dit, la problématique du foncier tend à se répéter. Des propriétaires terriens qui aujourd'hui se lèvent et tapent du poing sur la table. Ça va en plus s'accentuer parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que, et tout le monde l'entend aussi, on l'a vu aussi dans le Mail Première hier, dans un reportage, maintenant les propriétaires sont physiquement agressés, mais même menacés. Et arrivé à ce moment-là où ils doivent payer des taxes, justement cette famille a reçu les taxes d'habitation. Il y a des habitations en dur qui ont été construites aussi sur ces hectares, plus de 5 hectares. Et ils ont 4 000 € de taxes à payer. Donc, sur un terrain qui n'occupe même pas. Sur un terrain qui n'occupe même pas. Dans ce cas, on a eu les explications tout à l'heure avec Centre des impôts que les personnes peuvent facilement venir et avec leur justification prouver qu'ils n'habitent pas ils ne sont pas dans ces habitations. Ce sont des démarches supplémentaires qu'ils doivent entamer. Voilà, exactement. Mais quel Mahorais peut payer 20 000 € de démarches judiciaires pour pouvoir récupérer un terrain pour après peut-être financer aussi pour construire ou autre. De toute façon, ils vont devoir mettre de l'argent de côté une fois avoir récupéré leur terrain pour pouvoir soit construire, soit peut-être faire autre chose. Donc là, aujourd'hui, pour cette famille qui avait soi-disant les moyens, parce que c'est tout le monde qui se sont cotisés pour pouvoir payer les avocats. Ils ont quand même eu 2 avocats. Et c'est que cette année, au bout de 5-6 ans, c'est que maintenant que l'affaire va être jugée devant le tribunal. Donc clairement, ces familles ont fait appel à la justice, mais les choses ont traîné depuis toutes ces années et aujourd'hui se retrouvent confrontées au paiement de taxes qui ne doivent pas, on va dire concrètement. Et comment ça se passe au quotidien pour ces autres Mahorais, comme vous dites, qui n'ont pas les moyens? On a vu à Bonovo, notamment hier, des familles qui s'en prennent à ces habitations et qui les détruisent. Il y a encore des propriétaires qui croient qu'ils peuvent encore négocier avec les occupants. Parce qu'au départ, ce n'est pas tous les propriétaires. Parce que par exemple, pour ce cas-là, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui occupait leur terrain. Enfin, dès qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui ont commencé à s'installer, ils ont commencé à mettre en place des procédures judiciaires. Mais ce qui est aberrant pour eux, c'est de voir que chaque jour, chaque semaine, il y a de plus en plus de personnes qui s'installent et ils construisent encore plus des bangas sur le terrain. Depuis qu'ils ont entrepris les démarches au niveau judiciaire, les personnes ils continuent à construire et à venir en nombre. Et en plus, c'est ce qu'elle explique, c'est qu'après avoir reçu des menaces, ces personnes qui occupent ces terrains-là leur a dit que nous, on est plus nombreux que vous. Donc voilà, c'est vraiment une problématique très particulière et quand même assez critique. C'est très critique parce que si on laisse faire et si la justice n'intervient pas, au cas par cas certes, mais si la justice n'intervient pas, on sait ce qui va se passer. Tout le monde a peur de ce qui peut se passer, mais c'est le seul bien que les Mahorais peuvent transmettre de génération en génération, les terres. Être dépossédés de leurs terres, on sait ce qui peut arriver.
Merci beaucoup Shakila pour toutes ces précisions. Et on va du côté de la baie des Tortues maintenant, où les choses se précisent, ou encore à Sada, primé pour les outre-mer durables. C'est également dans l'actualité de ce mardi 14 octobre, les précisions avec Pierre Bellucci. L'appel à projet concernant l'hôtel de la baie des Tortues a permis de sélectionner 2 projets. Un hôtel 4 étoiles porté par Patrick Varela et un ensemble de bungalows de plage s'appuyant sur l'existant porté par Monsieur Ronqui. Le verdict est tombé, le second projet a été retenu. Sélectionné pour la qualité et l'ambition adaptée de son concept écotouristique, il permettra la mise en valeur du potentiel environnemental exceptionnel du site de la baie des Tortues. Le porteur du projet sera accompagné par les services de l'État, notamment pour son financement au titre des aides à l'investissement et son intégration dans ce site remarquable. La décision a cependant de quoi étonner, la future structure étant bien moins ambitieuse et possédant une capacité d'accueil beaucoup plus faible, avec de surcroît moins d'emplois prévus à la clé. Le 10 octobre dernier, sur les hauteurs de Mamoudzou à Vaïbé, un étranger en situation irrégulière et vivant seul à Mayotte a croisé sur un sentier une petite fille âgée de seulement 4 ans. 2 jours plus tard, une plainte pour agression sexuelle était déposée au commissariat de police par les parents de la petite, suite aux soins et aux signalements réalisés par les services du centre hospitalier à qui l'enfant avait été confié. En se rendant sur place avec la jeune victime pour tenter de reconstituer les faits, la fillette a immédiatement désigné aux enquêteurs un homme, le reconnaissant comme étant celui qui lui avait fait du mal. L'individu a alors été interpellé puis placé en garde à vue lundi. Mais les avocats étant en grève le 13 au matin et l'homme nécessitant un défenseur commis d'office, la garde à vue a été prolongée. Il aurait été selon toute vraisemblance placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Magicavo. En attendant, en une semaine seulement, 3 viols et une agression sexuelle sur mineurs sont à déplorer. Le meilleur signalement des faits par le CHM aux policiers pourrait expliquer cet envolé qui ne correspondrait donc pas à un phénomène particulier, mais reflèterait plutôt une triste réalité du quotidien de Mayotte, où les enfants sont si souvent les premières victimes. La commune de Sada a participé au concours Les Outre-mer Durables, qui a pour ambition de récompenser et valoriser le travail des communes, EPCI et syndicats intercommunaux s'étant engagés dans l'élaboration de démarches de développement durable, de transition énergétique à travers une stratégie d'amélioration continue sur leur territoire. La remise des prix a eu lieu aujourd'hui au salon World Efficiency à Paris. Et c'est la commune dirigée par Anchia Bamana qui remporte ce concours, les Outre-mer Durables. Si la commune est depuis de nombreuses années décriée pour son insalubrité, la première édile s'engage depuis le début de son mandat pour changer les choses. Avec la campagne Sada Nettoie et Toi et d'autres actions initiées en faveur du développement durable, le travail de la municipalité est aujourd'hui récompensé avec la remise de ce prix par la ministre des Outre-mer Georges Pau Langevin. Une fierté pour tout le 101e département. Gerflor est une entreprise française qui existe depuis 50 ans. Connue pour une publicité devenue mythique, elle a récemment été choisie par la SARL Mabati Saint-Port pour la réalisation du tapis au sol du gymnase de Pamandi. La pause a commencé aujourd'hui pour se terminer dans 2 semaines. Les sportifs mahorais pourront ainsi pratiquer leurs activités respectives dans des conditions optimum. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Dérouler les tapis les uns après les autres tout en respectant la technique de la pose du sol souple. Un travail méticuleux et technique qui nécessite beaucoup de concentration et de calcul. Venue depuis la Réunion, la société Sol Souple Océan Indien a entamé la pose aujourd'hui et promet d'offrir aux athlètes mahorais un gymnase digne de ce nom. Au niveau de cette opération, il n'y a rien qui est plus facile ou difficile. Tout demande une précision, je dirais, que ce soit depuis la réception jusqu'à la finition. Ce qui est important, c'est que le résultat final, qui soit au niveau de la réglementation et au niveau de l'aspect impeccable. Avec 5 techniciens mobilisés pour le sol, le gérant de la société Mabatis Import souhaite terminer les travaux sous 15 jours. Je savais qu'on était très ric-rac par rapport au budget. C'est pour ça qu'il a été nécessaire d'aller chercher des partenaires directs, dont l'industriel que vous venez de voir, donc le représentant du groupe Gerflor, avec lequel je travaille sur le projet depuis 2011, et qui m'a permis, avec les explications que je suis en train de vous fournir aujourd'hui et les ambitions qu'on a pour le futur, de me faire un prix. Donc, il m'a permis aujourd'hui de donner cette prestation au conseil départemental. On a mis la barre très haute. J'ai totalement confiance à cette équipe
Et j'espère que vous serez là dans un peu moins de 14 jours pour voir le résultat. Après plusieurs mois de retard, le chantier du gymnase de Pamandi semble toucher à sa fin. L'ouverture officielle du complexe sportif ne devrait plus tarder, offrant aux athlètes mahorais des conditions d'exercice du sport dignes de ce nom. Nous sommes spécialistes dans le monde entier des revêtements de sol résilients, qui sont des revêtements de sol souples. Et une de nos spécificités, c'est la gamme Taraflex. Et la gamme Taraflex, c'est le partenaire officiel des JO depuis 1976 et aussi la référence pour les sports indoor. C'est un produit qui est plutôt haut de gamme et qui va vous permettre de jouer en ligue nationale, internationale sur des sports comme le volley, le badminton, le hand et le basket. Comme le cahier des charges l'exige, vous aurez ce gymnase pour au moins 2 générations, je n'en doute pas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'info-kwezi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Nathalie Costantini, vice-recteur de Mayotte. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Kira et ce à propos de la rentrée politique du PRG, le parti radical de gauche. Et à 7h30, la parole sera donnée à Gwenaëlle Varela. Il sera question avec elle du projet hôtelier de la baie des Tortues. Excellente soirée à vous sur KTV.